imaginez-vous, vous soyez un homme ou une femme, bon là, dans l'histoire, c'est une femme, vous vous pointez à votre bureau le matin, vous prenez votre verre d'eau qui est sur le bureau, il y a un petit liquide blanc à l'intérieur, du sirop de cordum, et on ne sait pas de qui c'est. Et en plus de ça, vous vous plaignez à la direction, parce que, bon, vous n'avez pas trop envie de boire du lactose dès le matin, et en plus de ça, vous vous mangez un avertissement. On parle d'une société française, Obibi. Peut-être que vous, Obibi, vous connaissez pas, mais si je vous dis Frag ou Motorworld, sur mobile, peut-être que vous connaîtrez. On parle il est situé comme un des fleurons des jeux vidéo mobiles, et en plus, c'est une start-up française. Et apparemment, une adepte du sirop de cordum. L'histoire est vraiment assez dingue. C'est pour ça que je vous invite vraiment, si vous ne voulez pas partager cette vidéo pour me faire de la pub, partagez l'article de Numérama que vous retrouverez dans la description des vidéos. Ce genre d'histoire mérite vraiment d'être partagé partout autour pour voir tous les travers qu'on peut avoir dans les sociétés de jeux vidéo en particulier, mais dans les sociétés en général, mais principalement dans les sociétés de jeux vidéo. Je vais essayer de... Alors, avant de démarrer, je vais essayer de construire une playlist, parce que je me rends compte que j'ai fait beaucoup de vidéos sur les travers au sein des studios de jeux vidéo, et donc je vais faire une petite playlist qui va regrouper toutes ces histoires que je vais sûrement appeler Dalibourdin-studio de jeux vidéo, affaires de studio, peut-être affaires de studio, bref, je verrai comment je l'appellerai, vous le retrouverez sur les playlists de ma chaîne, et sûrement en description de cette vidéo. En 2014, une employée de la start-up française spécialiste des jeux mobiles, Obibi, a retrouvé un verre contenant du sperme sur son bureau. Cette affaire montre la difficulté de dénoncer des faits de sexisme ou de violence psychologique dans un milieu où les femmes sont encore peu nombreuses d'être prises au sérieux et d'obtenir justice. Aujourd'hui, le patron du studio admet des erreurs dans la gestion de cet événement traumatique, une prise de conscience qui commence à émaner plus globalement dans l'industrie du jeu vidéo. 6 ans plus tard, il revient sur cette affaire. Pour Justine, ils ont modifié le prénom, évidemment, mais tous les collègues de Obibi, j'imagine qu'ils doivent connaître et savoir qui c'est. C'est sûr que ça fait jaser. Quel esprit détraqué, même dans le cadre d'un bizutage, ferait ça? Mais vous allez voir, en plus de ça, elle se mange un avertissement parce qu'elle s'est plainte. Elle a osé se plaindre et... nuire au calme du studio. Enfin bref, vous allez voir, c'est assez croustillant et c'est pour ça que ça mérite une lecture. Encore merci à tous ces articles croustillants que Numérama sait produire. Là, c'est Lucie Ronfaux, excellent article. Pour Justine, obtenir un CDI dans une entreprise de jeux vidéo était un rêve qui a tourné au cauchemar. Après plusieurs années de galère, elle finit par obtenir le précieux contrat. Elle est embauchée en 2014 chez Obibi. L'entreprise est alors jeune mais prometteuse, fondée par 2 anciens de Gameloft. Gameloft, hein, qui est dirigé, si je dis pas de conneries, par un des frères de Yves Guillemot d'Ubisoft. Ouais. Géant français des jeux mobiles, elle a déjà un succès à son actif, Motorworld, Car Factory. Putain, qu'est-ce que j'ai pu passer du temps sur ce jeu. Durant l'été 2014, Obibi signe même sa première levée de fonds de 3 millions d'euros auprès de la société d'investissement Time et de Gummy. Un des leaders japonais de jeux mobiles. Aujourd'hui, il est considéré comme un fleuron mondial du jeu vidéo mobile avec de nombreux jeux populaires sur smartphone, LOLcart, Frag, etc. En 2014, au sein de la start-up parisienne, l'ambiance est frénétique. On travaille beaucoup, mais on s'amuse aussi beaucoup. Le bureau dispose même d'une borne d'arcade où les employés traînent parfois après le travail. Tout se passait très bien au début, j'étais heureuse de faire des heures supplémentaires et montrer que j'étais motivée et capable, se souvient Justine. Un soir, elle est restée un peu plus tard que d'habitude pour jouer aux jeux vidéo avec quelques collègues et 2 de leurs amis non employés d'Obibi. Ils partent en même temps. Le lendemain, en arrivant au travail, Justine se rend à son bureau, elle ouvre un tiroir et récupère son verre personnel qui est dans un tiroir, dans lequel elle a l'habitude de boire de l'eau. Une odeur suspecte lui monte au nez. En regardant de son verre, elle y trouve du sperme. Alors, comment elle a su faire la différence entre du sperme, du lactose, du lait, bref... sûrement à l'odeur. Ce que je vous conseille aussi, c'est de manger sainement. Ça change énormément l'odeur, le goût et la texture. Bref, on n'est pas là-dessus. Mais je pense que vous êtes au courant. Manger des fraises, généralement, c'est conseillé. Je me suis dit que c'était le moment de parler. L'histoire de Justine s'inscrit dans un contexte plus global de dénonciation du sexisme et d'harcèlement sexuel,
ou non au sein de l'industrie des jeux vidéo. En juillet, Numérama et Libération ont révélé l'ambiance toxique qui régnait au sein du géant français Ubisoft avec son lot de harcèlement sexiste et sexuel. J'ai largement couvert l'affaire, allez dans la playlist dédiée à Ubisoft si vous voulez en savoir plus. C'est grâce à ces histoires que Justine a voulu raconter la sienne. Je me suis dit que c'était le moment de parler, explique-t-elle. Je travaillais dans les jeux vidéo pour apporter du bonheur aux gens. Moi, derrière, j'ai beaucoup souffert. Pour les besoins de cette enquête, Numérama s'est entretenu avec 7 anciens employés d'Obibi, tous présents au moment des faits en octobre 2014, ils étaient 18 à l'époque, et la direction de l'entreprise qui nous a confirmé le déroulé des événements. Donc il n'y a pas de « ouais, c'est que la version de la nana qui témoigne », on a également, ça a été confirmé par la direction elle-même. Traumatisé par cette découverte, comment vous réagiriez vous? Tiens, dites-moi dans les commentaires. Comment vous... Oh, c'est trop drôle! Comment vous réagiriez, vous? Vous serez vraiment offusqué? Ou alors vous essayez de retrouver qui c'est, puis vous lui foutez dans la gueule? Enfin, je sais pas. Tu sais, tu fais un Simba, tiens, t'es adoubé. Enfin, je sais pas. Sur le front. Traumatisé par cette découverte, Justine se confie à des collègues avant, finalement, de prévenir les dirigeants et cofondateurs d'Obibi, Stanislas Dewavrin et Martial Valéry. J'ai regardé, j'ai senti, ça me semblait vraiment être du sperme, explique ce dernier. Dans un entretien accordé à Numérama, je n'avais aucune raison de le remettre en cause et je ne la remets pas en cause aujourd'hui. Ah oui, donc c'est un des directeurs qui lui-même a senti, et il savait que c'était du sperme. Ils sont quand même vachement professionnels sur du sperme. Les patrons d'Obibi se rendaient donc, d'Obibi se rendent donc dans un commissariat du 3e arrondissement sur les conseils de la police et de l'avocate de la société. Ils convoquent une première fois les employés qui sont informés qu'un verre souillé a été retrouvé dans les locaux. Le lendemain, Justine se rend elle aussi à la police accompagnée de ses patrons. Au total, elle déposera 2 mains courantes dans 2 commissariats différents, proches de son lieu de travail et là où elle habitait à l'époque. Puis une plainte contre X pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, dans un commissariat du 17e arrondissement. Le document daté du 31 octobre 2014 a été authentifié par Numérama. Le problème, c'est que lorsque Justine dépose enfin plainte, elle n'a plus en sa possession le fameux verre. Il a été retiré dans son bureau par ses patrons au moment des faits, qui l'ont rangé dans un sac plastique, puis dans le coffre-fort de la société. Contacté par Numérama, la direction d'Obibi confirme que c'était une pièce à conviction, on voulait la protéger, justifie Martial Valéry. Cet élément va cristalliser les tensions. Justine réclame rapidement d'avoir accès au verre afin de procéder à un test ADN dans un laboratoire privé, ce que ses patrons refusent. Et là, c'est vachement suspect. Pour moi. Mais, sur quoi s'appuient ses patrons, c'est que en France, il est interdit de réaliser un test génétique sans ordonnance médicale, injonction judiciaire ou projet de recherche strictement défini. À ce moment-là, pourquoi les flics, tout simplement, n'ont pas ordonné ça? Affaire pliée. Mais non, c'était trop simple, on est en France, évidemment, l'administration, c'est un peu les 12 travaux d'Astérix. La direction promet en revanche, à Justine, de mener une enquête interne. Elle consulte les bandes vidéo d'une caméra présente dans le hall de l'immeuble où se trouve le bureau, qui ne montre aucune personne de la société sortant ou entrant en dehors des heures d'ouverture. Donc ça a été fait pendant les heures d'ouverture, tout simplement. Elle réalise des entretiens individuels qui ne donnent rien non plus. Ah dis donc, personne s'est dénoncé. Au bout d'un moment, si personne s'est dénoncé, c'est peut-être qu'il y a un des 2 patrons. La direction d'Obibi tente enfin de contacter l'inspection du travail pour être accompagnée sur le sujet sans retour. Évidemment, quand tu veux traiter ça, c'est compliqué d'être dans les clous, dans la loi. Mais le truc, c'est que c'est vachement compliqué, alors que au final, l'affaire est diablement, somme toute, assez simple. S'ils avaient voulu monter au créneau, ils l'auraient fait. Des années après, il est impossible de connaître les tenants et aboutissants de toute cette histoire. Le coupable était-il un employé de l'entreprise, quelqu'un d'extérieur? S'agissait-il d'un acte d'intimisation, d'une très mauvaise blague? Justine a travaillé pendant presque 2 ans au sein de cette entreprise où elle a subi ce traumatisme sans jamais pouvoir résoudre l'affaire. Alors, évidemment, on peut pas se mettre dans la psyché de Justine, évidemment. Mais j'aurais jamais lâché l'affaire, même au bout de 2 ans. Au bout d'un moment.
j'aurais effractionné le coffre et j'aurais récupéré le verre. Enfin, au bout d'un moment, où limite, j'aurais volé tous les slips de tous les salariés mâles et puis j'aurais fait des tests ADN. Ah oui, mais t'as pas l'original. Enfin, bref, j'aurais fait quelque chose au bout de 2 ans. Comment tu peux bosser là-dedans pendant 2 ans? Bref. Pendant tout ce temps, elle a eu peur pour sa sécurité, a craint d'être dans la même pièce que son agresseur, s'est sentie profondément déprimée à l'idée qu'on ne retrouve jamais le coupable. Pour elle, la réaction des dirigeants d'Obibi n'a pas été à la hauteur de cette souffrance. Dans leur gestion des événements, ils n'ont certes jamais remis en cause la version de Justine. Pourtant, lorsqu'elle a porté plainte fin octobre 2014, ils n'ont pas apporté immédiatement le verre à la police. Il est resté presque 6 mois en leur possession. Et là, je me dis, 2 mains courantes et une plainte dans 3 commissariats différents, dans 2 commissariats différents, il n'y a aucun policier qui est venu réclamer la pièce à conviction. À ce moment-là, on se dit que l'enquête est en cours et que les policiers reviendront vers nous. Donc on est dans l'attente de leur retour, explique Martial Valéry. Effectivement, on aurait pu être plus proactif sur le sujet, peut-être qu'on a attendu trop longtemps. No shit, Sherlock. De leur côté, les employés de la société sont choqués et angoissés par les événements. Au total, 3 réunions sont organisées, 2 au moment des faits et une autre après le dépôt de la plainte de Justine. À chaque fois, le même constat. Il n'y a pas plus d'informations à donner. Pendant de longs mois, l'angoisse va planer. Le coupable est-il parmi leurs collègues? C'est une partie de Cluedo géante, le machin. La direction n'a pas plus de communiqué que ça avec nous. S'ils avaient voulu monter au créneau, ils l'auraient fait. Juge Thomas, un ancien employé d'Obibi qui a changé son prénom. Encore aujourd'hui, je m'interroge sur cette histoire. Tous les anciens salariés interrogés par Numérama se souviennent d'une ambiance très tendue, de soupçons, voire d'une chasse aux sorcières entre collègues qui se soupçonnaient les uns les autres. Pour moi, à part ces réunions, rien n'a été fait pour résoudre ou améliorer la situation, ajoute Baptiste, lui aussi au présent chez Obibi en 2014. Il ne voulait pas trop en parler, il tenait beaucoup à l'image de l'entreprise. Quand la vie... Ça c'est dingue, je tiens trop à l'image de l'entreprise, je veux pas en parler, mais gros, tu tiens à l'image de l'entreprise, parle-en, c'est justement comme ça que tu protégeras l'image de l'entreprise quelque part. Quand la victime reçoit un avertissement, et là... c'est la cerise sur le McDo. Les choses empirent pour Justine. Le 5 novembre, moins d'1 mois après les faits, elle reçoit un avertissement de ses employeurs sous la forme d'un courrier recommandé. Et moi, franchement, je redépose une main courante et je redépose une plainte, je vais voir l'inspection du travail, les RH, j'en sais rien, mais je fais quelque chose. Je fous un coup de boule au patron et au moins on posera plainte pour quelque chose. Essayez de pas vous énerver. Si vous êtes collègue de la nana, essayez de pas vous énerver comme ça. Le 5 novembre, moins d'1 mois après les faits, elle reçoit un avertissement de ses employeurs sous la forme d'un courrier recommandé. Il l'accuse d'avoir organisé une réunion informelle avec ses collègues et d'y avoir exposé du matériel médical. Justine, de son côté, affirme avoir simplement montré un écouvillon de prélèvement à la demande d'un collègue et qu'il ne s'agissait pas d'une réunion, mais d'une discussion à voix haute en l'absence de ses patrons. Et même si elle avait voulu faire une réunion, je vois pas où est le problème. Elle fait une réunion avec ses potes, avec ses collègues, ta gueule. Nous constatons que vous n'exécutez plus vos tâches professionnelles avec rigueur et professionnalisme et que vous adoptez un comportement incompatible avec notre mode de fonctionnement, ajoute le document qu'on va lire en gros. La nana se retrouve avec un verre dans son tiroir personnel avec du sperme dedans et se mange un avertissement pour manque de rigueur professionnelle et qu'elle adopte un comportement incompatible avec votre mode de fonctionnement. Tu veux vous faire quoi? Qu'elle dépose de la cyprine dans le tien? Au bout d'un moment, ça marche comment? Cet incident, bien que choquant, ne peut pas tout excuser. Interrogé au sujet de cet avertissement, Martial Valéry dit aujourd'hui qu'il le trouve dur. Si ça devait se reproduire aujourd'hui, je n'emploierais pas les mêmes termes. Après la réception de ce courrier, Justine est arrêtée pendant plusieurs semaines. Tu m'étonnes. Le courrier était comme celui-ci. À vous de juger, les commentaires sont là. N'hésitez pas. Courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Avertissement. Et un avertissement au taf, t'as l'avertissement, t'as le blâme, et au bout de 3 blâmes, ta chaîne YouTube est saute. Enfin bref, tu sautes de ta chaîne, de ton poste. Un avertissement, c'est très grave, dans le cadre salarial, pour ceux qui travaillent pas. Elle reçoit un avertissement.
Mademoiselle, au vu de votre attitude ces derniers jours et du comportement qui nous a été apporté, nous sommes contraints de vous notifier par le présent courrier un avertissement. Les faits du 14 octobre dernier sont particulièrement ignobles et inacceptables. Dès que nous en avons eu connaissance, nous avons immédiatement pris cette situation au sérieux et nous vous avons manifesté notre soutien. Nous avons immédiatement voulu déposer une plainte et nous avons diligenté une enquête interne pour obtenir des informations. Toutefois, nous ne sommes pas habilités à nous substituer aux investigations que les officiers de la police judiciaire pourraient décider de mener. De votre côté, vous n'êtes pas autorisé à mener une enquête interne qui perturbe depuis de nombreux jours l'ensemble de notre société. En outre, nous constatons que vous n'exécutez plus vos tâches professionnelles avec rigueur et professionnalisme et que vous adoptez un comportement incompatible avec notre mode de fonctionnement. Cette attitude nuit à notre société et n'est donc pas pérenne. Cet incident, bien que choquant, ne peut pas tout excuser. Je ne sais pas, évidemment, impossible de se mettre à la place des autres, je ne sais pas comment j'aurais réagi si j'avais vécu la même chose. Maintenant, avec le recul et en lisant l'article, je me dis que j'aurais écrit une lettre d'avertissement au patron. Lettre d'avertissement, je vous mets en garde. Faites votre boulot. Trouvez-moi qui est l'auteur de ce tir de corps d'homme et après on discutera. En attendant, je lâcherai jamais l'affaire. Cet incident, bien que choquant, ne peut pas tout excuser. Ça me rappelle un truc. Alors, je suis désolé de vous couper, ça vient juste de me popper dans ma tête. Il faut absolument que je vous montre ça. Je suis désolé. Il y a un truc là en ce moment, RIP J.K. Rowling, elle a sorti un bouquin. Où un des meurtriers a une robe. Et se travestit en femme. Donc ultra transphobe, J.K. Rowling, t'es fini, t'es morte, espèce de transphobe, j'ai pas fait de vidéo là-dessus parce que j'avais rien trouvé de pertinent par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois sur J.K. Rowling. Mais ce qui est intéressant, c'est que MJ est monté au créneau évidemment pour défendre les SJW, parce qu'il disait que les SJW étaient là justement pour... J'ai pas envie de le paraphraser, j'ai vraiment pas envie de le paraphraser parce que je risque de dire des conneries. Et il disait ceci. Le but, alors blablabla, que penses-tu de ce boycott sur J.K. Rowling mérité et penses-tu qu'il suffira de mettre fin à sa carrière? Et il dit, le but n'est pas tant de mettre fin à sa carrière, mais de faire comprendre qu'en tant que personnalité acclamée mondialement et modèle d'une génération, c'est intolérable qu'elle propage la transphobie. Elle peut toujours écouter, apprendre et changer. Et pour ce qui est de mériter ou pas, l'INSEE dit... En gros, ce qu'il dit, c'est que le harcèlement, c'est pas bien, mais quand t'es du côté... Mais quand c'est des méchants, tu peux. Hein, parce que lui, je vois qu'on lui dit une critique, il hurle au harcèlement qu'on l'harcèle. Alors qu'on cherche justement à lui faire comprendre qu'en tant que lui, en tant que personnalité écoutée, il serait peut-être temps d'écouter, d'apprendre et de changer. Et aussi après, juste après, il dit ceci... Le souci, c'est que j'ai du mal à voir comment elle peut accepter de changer quand elle voit le RIP J.K. Rowling entêté et qu'il y a des gens qui regrettent sincèrement qu'elle soit encore en vie. Ce hashtag est dégueulasse, surtout sur tout un tas de niveaux. Et MJ dit, accrochez-vous à vos slibards, il y a sûrement des débordements. Je ne suis pas au courant perso, il est jamais au courant qu'il y a des débordements évidemment. Hein, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Mais c'est pas parce que certains abusent que c'est pas nécessaire. Ok? Donc, si vous allez voir MJ et vous dire espèce de gros con, mais va mourir, et que lui il se plaigne de harcèlement, tu pourras dire écoute, il y a peut-être des débordements, mais c'est pas parce que certains abusent que c'est pas nécessaire de mourir. Non, attends, j'ai pas dit ça, mais vous avez compris au bout d'un moment. Qu'est-ce que c'est que ces arguments pétés? Et donc là, on est là-dedans. Cet incident, bien que choquant, ne peut pas tout excuser, hein. Il y a des débordements, mais c'est pas parce que certains abusent que c'est pas nécessaire. On peut pas... Calmez-vous, au bout d'un moment, on doit bosser, ne cassez pas les couilles. Bah ouais. Évidemment, un gros bisou à MJ de ma part. Il a surtout besoin de câlin. Et je peux pas fermer les bras. Perdre un peu de poids, je pourrais fermer les bras. Attends. Oh, je l'ai eu. Allez. MJ sans rancune. Bref. J'en étais où? Faites-lui des câlins. Il en a diablement besoin.
C'est pas ta faute, vous connaissez le truc, bref. C'est beaucoup plus tard que la police intervient, elle contacte... Alors, et ça, là c'est rigolo. C'est beaucoup plus tard que la police intervient. Elle contacte d'abord la direction d'OBB en janvier 2015, puis se représente en mars dans les locaux, plus de 5 mois après les faits. Les policiers récupèrent enfin le verre. Aucun employé n'est auditionné. Sacré travail des flics, hein. Les policiers récupèrent enfin le verre, aucun employé n'est auditionné, l'affaire sera finalement classée en juin 2016, janvier 2015, juin 2016, un an et demi plus tard, au motif que les faits dénoncés par Justine ne sont pas punis par la loi. Gros travail des flics, hein. Un an et demi pour dire « ouais, c'est pas puni par la loi, on va rien faire », d'après l'avis de classement qu'a pu consulter Numérama. La conclusion a beau être un raccourci. Il pourrait s'agir ici à minima de violence psychologique selon le code pénal. Elle est malheureusement fréquente dans ce genre d'affaires. D'après ces statistiques du gouvernement qui se fondent sur l'année 2016, 73% des affaires de violence sexuelle traitées par le parquet sont finalement classées sans suite. Dans 65% des cas, le motif invoqué est que l'infraction est insuffisamment caractérisée dans 11,8% des cas. Il s'agit d'une absence d'infraction, c'est-à-dire que les faits sont considérés comme non violents par la loi. Le mois suivant sont difficiles pour Justine. Très affaiblie psychologiquement, elle est arrêtée à plusieurs reprises. Je m'isolais beaucoup, on me parlait peu au bureau, je pleurais souvent, se souvient-elle. Ses relations avec ses patrons sont très tendues, on lui fait des reproches sur sa productivité, la qualité de son travail. Certains collègues la soupçonnent d'avoir menti. Alors que le verre est dans le coffre-fort des patrons et que tout est validé, et on la traite de menteuse. Comment tu peux vivre ça ? Sans péter un câble. L'accuse de trop en faire, et je pense que l'affaire aurait largement été réglée si on avait trouvé le coupable dans les 3 semaines après un test ADN, et on serait passé à autre chose. De trop en faire. Personne ne l'écoute. Les flics s'en foutent et déposent 2 plaintes, 2 mains courantes, une plainte. Tout le monde s'en branle. Ironiquement, je suis désolé. Je suis désolé. Justine finira par quitter OBB en fin 2016, éreintée par cette affaire et par la pression subie au bureau. Elle a été ostracisée de la boîte, juge Fabien, ancien employé d'OBB. Des gens considéraient que ça faisait tâche. C'est drôle. Dans la belle progression de l'entreprise, mon ressenti personnel, c'est qu'on a essayé d'étouffer l'affaire. Si on n'avait pas voulu en parler, on ne serait pas tout de suite rendu à la police, se défend Martial Valéry. Nous étions des managers inexpérimentés, bah oui. Parce que t'es obligé d'être un manager expérimenté avec 15 ans d'ancienneté pour savoir comment gérer un truc comme ça. Donc peut-être qu'on a fait des erreurs dans notre appréciation et qu'on n'a pas communiqué de la manière la plus claire, mais j'estime qu'on a fait tout ce qu'on pouvait à l'époque. Mais le verre, il existe toujours, faites-le maintenant. Les traces ADN, ça reste. Il y a eu l'OBB d'avant cette histoire et celui d'après. Les affaires, bah oui, c'est facile, j'ai changé, il y a l'avant et l'après. Les affaires de harcèlement sexuel ou non sont fréquentes en entreprise, quelle que soit l'industrie, mais le milieu du jeu vidéo comporte des caractéristiques qui peuvent favoriser ce genre de comportement et rendre plus difficile leur dénonciation. Ces entreprises sont peu diverses. En France, les studios de jeux vidéo emploient en moyenne 14% de femmes, d'après le baromètre annuel du jeu vidéo en France. Dans le cas de start-up, il est fréquent qu'il n'y ait pas de service RH identifié. En 2014, chez OBB, il existait seulement un poste d'office manager qui s'occupait à la fois des suivis comptables, des RH, de la gestion administrative, de l'organisation des différentes activités proposées aux employés et de l'achat de fournitures et de la nourriture disponible au bureau. D'autres personnes interrogées décrivent une ambiance typique des startups, trop amicale, où la communication est très brouillée, beaucoup de drama, la vie privée et vie professionnelle sont trop proches. On mentionne aussi du sexisme, certains employés très machistes, la difficulté de prouver sa légitimité quand on est une femme, la cadence de travail peuvent être très difficiles. Le turnover d'employés est élevé. Entre fin 2016 et avril 2017, à la suite de l'échec d'un projet, difficile financièrement et humainement, les effectifs d'OBB sont passés de 27 à 17 personnes. Depuis cette époque, la start-up s'est relancée. Elle a de nouveau levé des fonds en 2018 à hauteur de 21 millions de dollars auprès de fonds Atomico et Corelia, pilotés par l'ancienne secrétaire d'État au numérique, Fleur Pellerin, contactée par Numérama, Corelia a affirmé ne pas être au courant de cette affaire. Mais pour plusieurs anciens employés, une chose est claire.
Il y a eu l'Obibi d'avant cette histoire et celui d'après. La start-up l'employait désormais 37 personnes, dont 7 femmes, soit 20% des effectifs, et a recruté 2 employés responsables des RH. Un employé actuel, dans un entretien avec Numérama, parle aujourd'hui d'une ambiance bienveillante et transparente. Le 3 juillet, 2 jours après les premières révélations de Libération sur Ubisoft, la direction d'Obibi a profité d'une réunion hebdomadaire pour parler du harcèlement au travail à leurs employés en citant l'enquête de nos confrères. Les cofondateurs ont appelé à la responsabilité collective, prévenant que cela pourrait arriver n'importe où. En guise d'exemple, ils ont ouvertement parlé des événements d'octobre 2014 qui se sont passés chez Obibi. Ils ont bien géré, mieux vaut en parler, alors que justement il y avait l'enquête de Numérama qui était en cours et du coup ils interrogeaient les salariés autant qu'ils en parlent pendant une réunion. Les jeux vidéo sont un tout petit milieu. Si je partais, j'avais peur d'être grillé, de ne jamais retrouver de travail. Je ne voulais pas quitter le rêve de ma vie, un CDI. Je me disais que c'était injuste que je doive partir. Je n'avais rien fait de mal, conclut Justine. Mais ça m'a détruit psychologiquement. Honnêtement, si j'avais su comment ça allait se passer, j'aurais rien dit. À ce jour, l'affaire du verre n'a pas été résolue. Si vous lavez le verre au Bibi, résoudez-moi cette affaire. On va pas appeler Joseph Rouletabille pour qu'il vienne te résoudre ton affaire au bout d'un moment. Résolvez cette affaire. Bref, j'espère que cette petite histoire vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à clocher, à phagocyter l'algorithme de YouTube, à soutenir la chaîne. On approche des 60 000 tout doucement. C'est grâce à vous. Un gros merci à vous.